Bienvenue sur Le Journal du Pharmacien, le podcast qui explore la santé du corps, de l'âme et de l'esprit. Vous êtes-vous déjà demandé s'il existe un lien entre nos émotions et la maladie ? Vous avez déjà probablement entendu l'adage selon lequel la maladie, c'est le mal qui dit. Dans ce podcast avec le docteur Philippe Dransart, nous vous proposons d'explorer l'éventualité selon laquelle nos émotions pourraient avoir un lien avec nos mots. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue sur le Journal du Pharmacien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Philippe Dransart. Donc, docteur Dransart, vous êtes médecin, homéopathe, phytothérapeute. Vous avez écrit de nombreux livres dans lesquels vous partagez une approche de la médecine que vous appelez l'opsithérapie. Opsi pour vision, parce que selon vous, la maladie vient de ce à quoi nous sommes identifiés, de l'image que nous avons de nous. On en reparlera un petit peu après. Mais d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous expliquer comment vous en êtes venu à construire un petit peu cette approche de la médecine ? Oui, bien sûr. Bonjour Chloé déjà, et merci de cette possibilité que vous m'offrez de m'exprimer. Comment j'en suis venu à cela ? Bon, ça s'est passé évidemment par étapes successives. Lorsque j'étais étudiant en médecine, à la fin de mes études, je me suis orienté vers la psychiatrie parce que il me semblait que le mental, j'étais déjà assez sensibilisé à la dimension psychosomatique de la maladie, et je pensais que la psychiatrie m'aiderait peut-être de ce côté-là. Et lors d'un séjour dans un centre de psychiatrie, alors que j'étais interne, je m'étais également intéressé à l'homéopathie, et j'avais une patiente qui était dans un délire, qui était hospitalisée depuis quelque temps pour ce délire. Et à un moment donné, je lui ai fait un compliment, alors que j'étais en entretien avec elle. Je lui ai fait un compliment pour essayer d'établir un contact un peu chaleureux, en la complimentant sur sa coupe de cheveux. Et cette patiente, quand elle a reçu ce compliment, elle s'est mise à pleurer à chaudes larmes, ce qui m'a beaucoup étonné. Et je venais, dans mes notes, puisque j'étudiais aussi l'homéopathie en parallèle, je venais de lire à propos d'un remède homéopathique, qui n'est autre que l'Lycopodium, ce symptôme particulier, pleure quand on lui fait un compliment. Et donc, j'ai demandé à l'équipe soignante d'arrêter le traitement neuroleptique qu'elle prenait à l'époque pour lui proposer de prendre 3 granules de Lycopodium 15CH. Donc on y reviendra peut-être si vous voulez. Ça équivaut à une dilution à 10 puissance moins 30, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun apport moléculaire, mais ça agit à un autre niveau. Elle a pris ces 3 granules de Lycopodium, et dans la minute qui suit, on dit souvent que l'homéopathie met du temps à faire effet, ce qui n'est pas toujours vrai. Quand le remède est bien indiqué, ça peut agir très rapidement. Dans la minute qui suit, elle s'est comme éveillée, comme si elle se réveillait d'un rêve, en me disant « mais qu'est-ce que je fiche là ? Où je suis ? Qu'est-ce qui m'arrive ?» Et elle est sortie de son délire à la suite de ces 3 granules de Lycopodium. J'ai eu une histoire semblable, je ne vais pas trop m'appesantir dans les détails, un mois après, toujours dans le même service, avec une autre patiente, une autre pathologie, un autre remède, qui ont eu également des effets tout à fait spectaculaires. Et du coup, je me suis dit, je m'oriente vers l'homéopathie. Donc j'ai abandonné mes études de psychiatrie pour m'intéresser à l'homéopathie et m'installer comme médecin généraliste, parce que j'avais l'intention effectivement d'avoir une approche un peu globale. Lors de il m'est arrivé 2 choses après cette installation. La première, 6 mois après m'être installé, je reçois un jeune garçon de 10 ans, amené par sa maman, pour une angine à points blancs. La gorge était très rouge, avec des points blancs, c'était très vilain. Et je dis à la maman, écoutez, bien que je sois homéopathe, je pense que c'est trop sérieux, je vais vous proposer un traitement antibiotique. Et la maman
s'est énervée, elle m'a dit, attendez, j'ai traversé tout Grenoble pour voir un médecin homéopathe, j'ai un médecin allopathe en bas de chez moi, c'est pas pour donner un traitement antibiotique, hein, j'ai pas fait la traversée pour donner un traitement antibiotique à mon fils. Euh, à ce moment-là, elle demande à son fils de l'attendre dans la salle d'attente. Donc, il s'appelait Nicolas, ce jeune garçon. Nicolas sort de mon bureau. Et la maman me dit, je sais que vous autres homéopathes, vous êtes attentifs à certains phénomènes bizarres ou au contexte dans lequel la maladie est apparue. Et je dois vous dire que hier soir, je devais chercher mon fils à l'école, j'ai eu un empêchement dans le travail, j'ai demandé à mon mari de me remplacer. Et donc de façon un peu inhabituelle, c'est mon mari qui s'est présenté à l'école à la sortie de l'école pour chercher Nicolas. Quand Nicolas a vu son père aller savoir ce qui lui est passé par la tête, hein, et devant les petits copains, il a voulu faire le fanfaron, un petit gamin de 10 ans, en jouant un peu les mécaniques, en provoquant son père de façon, comment dire, un peu théâtrale. Et son père, ni une ni deux, lui a refilé une paire de gifles devant les petits copains. Et eh bien, on pourrait dire qu'effectivement, ça lui est resté en travers de la gorge, et le lendemain matin, Nicolas s'est réveillé avec son angine à point blanc. Alors, vous allez me dire, ça pourrait n'être qu'une coïncidence, sauf que quand la maman m'a raconté cette histoire, je lui ai dit, écoutez, donnez-lui, il y a un remède en homéopathie pour les maladies suite d'humiliation, c'est Staphylos agria. Donnez-lui une dose de Staphylos agria, 15 CH, mais faites quand même un prélèvement de gorge et en fonction des résultats, on passera peut-être aux antibiotiques. Donc, aussitôt dit, aussitôt fait, j'avais justement dans ma trousse de pharmacie une dose que je lui ai donnée. Donc c'était 10 heures du matin quand il a pris sa dose. J'avoue que j'étais quand même pas trop rassuré parce que la gorge n'était pas très, très jolie. Il avait quand même pas mal de fièvre. Et puis du coup, le soir, je téléphone à la maman en disant bon, comment va-t-il? Vous avez bien fait le prélèvement de gorge et tout. Elle m'a dit oui, on n'aura pas les résultats avant demain matin, mais écoutez, je dois vous dire qu'il va mieux. Il commence à jouer dans sa chambre, il a beaucoup moins mal à la gorge, tout va mieux. Bon. Et le lendemain matin, c'est le laboratoire qui me téléphone en disant votre Nicolas Tartampion, méfiez-vous, c'est du staphylocoque doré. Alors, ni une ni deux, je rappelle le moment en disant bon, on arrête les frais, on passe à un traitement antibiotique. Et elle me dit pourquoi faire? Il va très bien, il n'a plus rien à la gorge, il n'a plus de fièvre, hein, tout a disparu. Alors je lui ai dit écoutez, j'ai du mal à vous croire, venez me voir au cabinet. Donc j'ai revu Nicolas, qui effectivement allait parfaitement bien. On a refait un prélèvement de gorge, hein, donc 2 jours après, il n'y avait plus aucun germe dans la gorge. Alors sur le coup, j'ai ressenti évidemment comment dire, une certaine fierté et puis un étonnement également de voir qu'avec un remède homéopathique, on avait réussi effectivement à enrayer ce mal de gorge. Et une question troublante m'a traversé l'esprit. Je me suis dit, bon, Staphylos agria n'a aucun effet antibiotique, puisque bon, 10 puissance 15 CH, c'est 10 puissance moins 30, 0,30, donc vous voyez, la dilution est vraiment infinitésimale. Et on peut même mathématiquement prouver qu'à partir de la 12 CH, il n'y a plus aucune molécule du solvant initial, du produit initial, dans le produit qui est proposé. Donc, ça ne véhicule pas de molécule, ça doit véhiculer autre chose, puisque ça marche. Hein, il y a toute une série d'études qui ont été faites là-dessus et qui sont faites là-dessus récemment. Bon, je ne vais pas en parler parce que ça nous mènerait un peu loin, mais du coup, je me suis quand même posé la question. Je me suis dit, bon, j'ai la preuve, puisque Staphylos agria n'a aucun effet antibiotique, que la cause de cette maladie n'est pas du coup c'est l'humiliation. Hein, c'est l'humiliation. Voilà. Et que finalement, c'est peut-être l'humiliation qui aurait donné les conditions pour le développement du germe. Alors, voilà, vous venez à la question, et je me suis dit, mais si j'avais donné un traitement antibiotique, l'antibiotique aurait détruit le staphylo et aurait guéri ce jeune Nicolas, et j'aurais pu affirmer avec la même conviction que la cause de la maladie, c'était le staphylocoque. Et là, je me suis dit, bon, mais la cause de la maladie, qu'est-ce que c'est?
est-ce que c'est l'émotion ou est-ce que c'est le germe? Cette idée, m'a travaillé, comme vous l'imaginez, jusqu'au jour où, après un certain nombre de cas semblables, je ne vais pas trop m'apesantir, mais donc évidemment, ce genre de situation s'est répété. Et j'ai imaginé finalement qu'on pouvait concevoir la cause de la maladie comme une pièce de monnaie, à deux faces, hein, avec le versant physique, microbien, matériel, mécanique, et le versant psychologique, émotionnel. Et vous remarquerez, si vous avez entre les mains une pièce de 2 euros, admettons, hein, vous prenez une pièce de monnaie de 2 euros, essayez de regarder les deux faces en même temps, vous n'y arriverez pas. Vous êtes obligé de choisir la face que vous allez regarder, et une fois que vous l'avez choisie, eh bien, tout ça vous paraîtra clair. C'est-à-dire que nous pouvons poser la pièce de monnaie et voir les choses sur un plan matériel et avoir une explication matérielle tout à fait cohérente. De même qu'on va vous dire que l'ulcère gastrique est engendré par l'Helicobacter pylori, hein, c'est la même chose. Donc c'est tout à fait cohérent et c'est juste. Il n'y a rien à redire là-dessus. Mais si vous vous amusez à retourner la pièce de monnaie pour voir ce qui se cache derrière, à ce moment-là, vous découvrez effectivement des facteurs émotionnels, et c'est comme si, comme vous le disiez, il y avait une sorte de réponse entre les deux. C'est-à-dire que cette colère, cette humiliation qui restait là, a engendré cette réaction au staphylocoque, qui est un germe en rapport avec la colère, justement. Donc, ça a été le point de départ, cette idée, la cause de la maladie, c'est peut-être un peu comme une pièce à deux faces, on peut la voir sur un plan mécanique ou sur un plan émotionnel, mais ces deux faces elles semblent s'opposer, mais en fait elles se complètent, et elles sont cohérentes, et elles vont bien ensemble l'une et l'autre. Simplement, effectivement, quand on voit les choses sous un aspect, n'oublions pas d'essayer de voir l'autre face de la pièce. Voilà. Et comme vous avez dit dans un de vos livres, le profil des personnes accidentées est très proche de celui des personnes dépressives, je crois. Il y a eu des études là-dessus. Ça m'a vachement marqué quand j'ai lu ça. Oui, on pourrait dire que les accidents viennent par hasard, mais non. Quand vous étudiez, quand vous posez la question, vous vous rendez compte que les personnes ne font pas leur accident par hasard. Et quand on parle d'accident, accident de la route, bien sûr, mais pas seulement. Je veux dire que les accidents vasculaires, par exemple, hein, puisque j'ai vu autour de moi un certain nombre de patients avoir des accidents vasculaires, c'était jamais à un moment anodin, c'était toujours dans une période d'extrême tension. Hein, quand la personne était, tendue dans un choix un peu contradictoire qu'elle n'arrivait pas à résoudre, et dans cette extrême tension, il fallait trouver une solution, et l'accident venait aussi comme une tentative de solution. Hein, voilà. Et pour revenir un peu aussi sur ce que vous disiez sur l'homéopathie, finalement c'est un peu comme si l'homéopathie, ça s'était présenté comme un outil qui permettait de réconcilier finalement les facettes de la pièce en fait. Alors effectivement, si vous voulez, l'homéopathie m'a aidé à plusieurs niveaux, et je pense que tout le travail que j'ai pu faire sur cette approche, disons, du maladire, hein, de la maladie comme un maladire, hein, comme quelque chose, comme une somatisation qu'il nous faut comprendre. L'homéopathie m'a beaucoup aidé à différents niveaux. D'abord, elle m'a aidé parce que, dans le cas de Nicolas, pour reprendre cet exemple, elle m'a apporté la preuve qu'il ne s'agissait pas d'une coïncidence. On aurait pu dire, oui, hein, ça lui restait en travers de la gorge, c'est bien joli, mais après tout, cette angine, il l'a peut-être faite, c'est peut-être purement une coïncidence, hein, puisqu'il l'a faite le lendemain de la gifle de son père. Mais en fait, le remède m'a apporté la vérification qu'il n'y avait pas de coïncidence, que c'était vraiment une relation de cause à effet. Hein. Et puis l'homéopathie m'a aussi beaucoup aidé, alors de façon un peu plus subtile, mais ça je vais insister là-dessus parce que ça peut être très éclairant. En homéopathie, nous tenons beaucoup compte des symptômes subjectifs. Alors c'est une démarche qui est un peu contradictoire avec celle de la médecine classique, qui se base
qui essaye de se baser de manière objective, sur des faits objectifs et mesurables. Ce qui nous a permis, en médecine, de faire d'immenses progrès. Je ne mets pas l'une contre l'autre, je pense qu'elles sont complémentaires, comme les deux faces de la pièce. Donc, d'un côté, la médecine classique, qui mise sur le symptôme objectif, et qui donc va se méfier des symptômes subjectifs. Au point que j'ai un patient qui avait une douleur, il est hospitalisé, donc il se plaignait d'une douleur, et puis finalement on l'a renvoyé chez lui en disant « Monsieur, les bilans sont normaux, vous n'avez rien », sous-entendu, vous nous racontez des histoires. Et puis il est revenu une deuxième fois, et là, finalement, on lui a découvert quelque chose. Le chef de service s'est avancé vers ce monsieur, et en lui disant « Je suis vraiment désolé, mais vous savez, à la faculté, on m'a appris qu'il fallait partir du principe que le malade mentait. » Voilà. En tout cas, ne pas se fier au discours subjectif. Bon, ce que je vous dis, c'est un peu caricatural, mais il y a un peu, si vous voulez, cette démarche en médecine classique de laisser un peu de côté les symptômes subjectifs pour tenir compte de ce qui est objectif. Et alors en homéopathie, on fait exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'on essaye de partir de ce que le malade ressent. Et pourquoi il le ressent, et depuis quand, qu'est-ce qui lui est arrivé, etc. Ce qu'il ressent physiquement, ce qu'il ressent moralement. Et du coup, ça nous amène à prendre l'observation en étant au plus près des mots employés par la personne. C'est-à-dire que si une personne vous dit « j'ai la tête lourde », je ne vais pas noter céphalée. Oui, vous allez noter tête lourde. Je note tête lourde, voilà. Bon, et par exemple, qu'est-ce qui est lourd, pourquoi elle vous pèse cette tête, et ça m'a permis une fois, je peux en parler dans le cas d'une femme que j'appelais Ginette, de faire le lien entre le langage et la maladie. Et ça, c'était une deuxième découverte sur laquelle je voudrais insister. Ginette, c'était une femme de 63 ans qui, depuis 2 ans, souffrait d'une symptomatologie particulière. On ne savait pas si c'était de l'asthme ou si c'était un problème thyroïdien. Les médecins étaient partagés. Elle me disait « j'étouffe, j'ai besoin d'air, j'ai la sensation d'un collier serré autour du cou ». Bon. Alors, évidemment, je lui demande dans quel contexte les choses étaient apparues. Et il se trouve que donc c'était apparu depuis 2 ans auparavant. Le mari de Ginette était un entrepreneur très occupé, qui était souvent absent, qui avait des marchés en Europe, et donc ça l'amenait à se déplacer et à être souvent absent de la maison. Et les enfants de Ginette avaient grandi, ils étaient partis. Comme son mari gagnait beaucoup d'argent, elle n'avait pas éprouvé le besoin de travailler. Sauf que là, elle se retrouvait seule, et comme c'était comme une femme un peu active, elle s'est engagée dans une association. Et puis dans cette association, elle a pris une place, elle a pris des responsabilités, et elle a finalement occupé le poste de présidente de l'association. Bon, et chacun trouvait son équilibre, Ginette de son côté, son mari de l'autre, jusqu'au jour où son mari, par la force des choses, a dû prendre sa retraite. Et donc cet homme, prenant sa retraite alors que c'était un homme actif, ça l'a plongé dans une forme de dépression. Et donc, 3 ans auparavant, il avait pris sa retraite, et il était, depuis ce moment-là, complètement désœuvré et déprimé, en étant donc pantouflard, en regardant la télé, les journaux. Et à chaque fois que Ginette partait, parce qu'elle avait encore beaucoup d'activités dans cette association, il lui disait « mais tu es où? À quelle heure tu rentres ?» Donc, il appelait sa femme Ginette, et puis allô, t'es où? À quelle heure tu rentres? Bon, alors elle lui expliquait chaque fois, mais tu sais bien, j'ai une réunion ce soir. Et puis comme Ginette était quand même une femme plutôt accommodante, elle a fini par comprendre qu'il fallait qu'elle fasse un choix. Donc elle a abandonné son poste de présidente, tout en gardant un pied dans l'association. Et puis ça suffisait pas, il fallait, vous savez, quand vous donnez la main,
on vous demande le coude, hein, voilà. Et donc au bout d'un certain temps, elle avait fini par pratiquement tout lâcher. Et un jour, alors qu'elle sortait avec une amie aller faire un peu de shopping, ça faisait à peine 1 heure qu'elle était sortie, que son mari l'appelle au téléphone. T'es où? À quelle heure tu rentres? Et là, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. La nuit même qui a suivi, elle a commencé à avoir sa première phase d'étouffement. Et quand elle m'a dit, et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, c'est quoi? C'est de l'asthme ou c'est un problème thyroïdien? Et je lui ai dit, mais ni l'un ni l'autre, hein. Je vais vous dire ce dont vous souffrez. Ce dont vous souffrez, ben, c'est que vous avez besoin d'air, vous étouffez, vous avez un collier serré autour du cou. Exactement ces mots finalement. Et tout d'un coup, elle a réalisé que ce qu'elle décrivait en termes physiques, c'était son ressenti émotionnel. C'était tout à fait son ressenti émotionnel. Et là, je me suis rendu compte que la maladie était vraiment un langage. Hein, comme un langage dans lequel les mots MOTS se transforment en mots MAUX. Et quand les mots MOTS sont encore présents, il faut être attentif à ces termes parce qu'ils reflètent vraiment ce que le malade ressent à un autre plan. Et je me suis rendu compte aussi que, en fait, c'était pas, on va parler de refoulement ou de censure, c'est pas tellement une censure. C'est plutôt que lorsque le malade ressent émotionnellement quelque chose, quand il va le ressentir en termes de symptômes physiques, c'est comme si, comment dire, ces mots ne peuvent plus être attachés à la source, ou la source s'est déplacée. Je m'explique. Quand Ginette disait j'étouffe, j'ai besoin d'air, hein, j'ai la sensation d'un collier serré autour du cou, elle incriminait sa thyroïde comme étant la cause de sa maladie. C'est ma thyroïde qui provoque ça, alors que ce n'était pas sa thyroïde, c'était son mari. Donc la thyroïde masquait le mari, voyez, comme s'il y avait une sorte de déplacement qui fait que la source est perdue, la source de l'émotion est perdue, et c'est ce qui m'a amené à imaginer que la maladie était comme une émotion orpheline. Hein, elle a perdu sa source, elle a perdu ses parents, elle a perdu sa source. Voilà. Donc ça a été, disons, 2 expériences qui m'ont particulièrement aidé déjà à avancer dans ce concept-là. Alors merci pour tout ce partage. Si vous le voulez bien, avec les auditeurs, maintenant on va essayer de comprendre un petit peu votre approche, que je vois un peu comme un chemin, comme vous le dites dans vos livres, qui passe d'abord par le diagnostic, ensuite la compréhension de ce qu'on a pour peut-être accepter et enfin guérir. Donc on va revenir sur le diagnostic. Comme vous le dites, le patient peut s'enfermer parfois dans le diagnostic, comme finalement votre patiente là avec sa thyroïde, qui pensait que c'était la thyroïde qui était la cause de son mal. Et puis c'est vrai que même nous, en tant que pharmaciens, on voit des patients qui énumèrent un petit peu des symptômes ou qui répètent exactement ce que leur a dit le médecin. En quoi vous pensez que c'est un problème, ça, justement? Alors, si on considère que la maladie est comme un langage, hein, donc je pars de cette hypothèse, c'est vrai que quand on pose un diagnostic, ça va stériliser ce langage. Déjà, si la personne vous dit, je vous parlais de la tête lourde tout à l'heure, j'ai la tête lourde, si vous notez céphalée, ou si vous lui dites, ben, vous souffrez de céphalée, vous donnez une explication, vous mettez un mot, et du coup, elle ne se dit plus, mais qu'est-ce qui est lourd, hein? Qu'est-ce qui me pèse? Je me souviens de... ça, je vais donner un exemple par rapport à ça. Suzanne, qui est une femme de 63 ans également, Suzanne, qui est venue me voir parce qu'elle souffrait d'eczéma. Un eczéma qui était apparu brutalement 1 an auparavant. Et puis, comme on le fait en homéopathie, on pose toujours plein de questions, et bon, aussi également dans le contexte de l'apparition. Et mes questions avaient l'air de l'agacer. Quand je lui ai demandé, est-ce que vous craignez la chaleur, le froid? Elle me répondait, oui, mais docteur, je viens vous voir pour ma peau, ça me démange.
Est-ce que vous aimez manger plutôt sucré, salé? Oui, bien sûr, ben, je préfère le sucre, mais bon, qu'est-ce que vous pouvez faire pour ma peau? Ça me démange, ça me démange. Bon, voilà. Et au bout d'une demi-heure, je n'arrivais pas à avoir d'indication fiable pour le choix d'un remède homéopathique. Et du coup, elle me disait ça me démange, et moi aussi ça commençait à me démanger. Alors j'ai pris une grande feuille à 4, et puis j'ai fait un dessin, j'ai fait ça me démange, ça me démange. Je lui retourne la feuille, elle me regarde, elle me fait mais c'est ce que j'arrête pas de vous dire depuis une demi-heure. Et à ce moment-là, j'ai entouré le ça. Mais je dis mais c'est quoi le ça qui vous démange? Alors, elle était surprise parce que elle aurait pu me dire ma peau me démange, mais c'était pas sa peau qui la démangeait. C'était quelque chose d'indéfini qui était représenté par la peau et du coup, elle ne voyait pas. Et là, je lui ai redemandé, bon, c'est apparu il y a combien de temps? Elle me dit c'est apparu il y a 1 an, brusquement. Un beau matin, je me suis levé, et puis je me suis vue couverte rouge, le visage rouge, les mains rouges, la paume des mains rouges. Je suis allé voir mon médecin qui m'a rassuré, qui m'a dit on va quand même demander l'avis d'un dermatologue. Le dermatologue a confirmé, c'est un eczéma. Bien. Donc, ces deux médecins ont posé un mot. C'est un eczéma. Voilà, je souffre de quoi? Je souffre d'eczéma. Bon. Mais en fait, c'est pas de l'eczéma dont elle souffrait, moralement parlant. C'est que, à force d'y repenser, alors qu'au début, je lui avais posé la question, mais elle ne s'en souvenait plus. C'est très curieux d'ailleurs. Il y a une espèce de, comment dire, d'oubli, Voile. de déni. C'était, je crois, la veille au soir. La veille, elle avait reçu une lettre de son fils. Suzanne était une femme donc à la retraite qui gardait régulièrement ses petits-enfants et qui ne manquait pas, parce qu'elle avait quand même son caractère, de dire à son fils ce qu'elle pensait au niveau de l'éducation donnée aux enfants. Et ça avait commencé, ça avait fini par froisser sa belle-fille, hein, qui disait bon, elle exagère quand même. Hein. Et à un moment donné, sa belle-fille a dit à son mari, donc au fils de Suzanne, écoute, ta mère, j'en peux plus, hein, on va arrêter. À chaque fois qu'on lui laisse ses petits-enfants, elle nous fait des remarques, des reproches, c'est invivable, il faut qu'on trouve une autre solution. Et son fils, ben, il a pris le parti de sa femme, hein, ce qui est normal, heureusement. Et donc, il a écrit une belle lettre de sa mère en disant, écoute, maintenant tes reproches, ça suffit, tu ne verras plus les enfants, on te retire la garde de nos enfants, et puis on verra plus tard. Hein, pour l'instant, on coupe les ponts, et puis on verra plus tard. Donc, et c'est le lendemain qu'elle a fait son eczéma. Mais sur le coup, elle n'a pas fait le lien de cause à effet, et quand elle est repartie avec le diagnostic d'eczéma, eh bien, ça lui a servi d'explication, et elle ne s'est pas posé la question de savoir ce qui l'a démangé. Qu'est-ce qui l'a démangé? Qu'est-ce qui nous démange? Ce qui nous démange, c'est un désir qui nous est interdit, hein, ou qu'on se refuse ou qui nous est interdit. J'aimerais pouvoir garder mes petits-enfants, mais ça m'est interdit. Les mains. Hein. Voilà, donc c'est vrai que le diagnostic, c'est important, mais en même temps, le risque, c'est du coup de censurer le dialogue que la personne entretient avec elle-même à travers ses symptômes. C'est un peu à double tranchant, parce qu'on en a besoin pour soigner la maladie, mais disons qu'on insiste sur le côté pile de la pièce sans voir qu'il y a le côté face derrière. Voilà. Très très puissant. Très puissant, parce que moi aussi j'ai de l'eczéma, donc Ah bon? ça Qu'est-ce me... qu'est-ce qui vous Qu'est-ce démange? qui me démange, ouais. Puis sur les mains en plus. Ah, Donc, d'accord. La dysirose ouais. interdigitale. D'accord. D'accord. Puis j'en ai toujours eu, mais avant, enfin, ce qui est marrant, c'est que ça se déplace. Parce qu'avant, c'était sur c'était plutôt au niveau des plis des articulations. Puis après, c'est venu sur les paupières. Et maintenant, c'est les mains.
Donc c'est vrai que dans l'eczéma des plis, enfin chez les enfants, C'était quand j'étais enfant sur les plis. oui, oui. Ça c'est bon là on rentre un peu dans l'intimité. Je ne sais pas si vous voulez le garder à l'enregistrement, mais dans euh, les plis, c'est euh, je veux garder ma mère. J'ai peur qu'elle me lâche. Euh, donc, et ça me démange. Il y a quelque chose qui me démange, c'est voilà, j'ai envie de la garder, et puis je sais que j'ai pas le droit parce que, ben, peut-être parce que je suis pas toute seule, hein, parce que bon, il y a la fratrie à côté, il y a papa à côté, bon, voilà. Donc c'est une difficulté pour l'enfant qui peut faire aussi écho à l'attitude de la mère par rapport à l'enfant, mais euh, l'attitude de la mère qui dépend aussi de la manière dont elle-même a vécu étant enfant et de la place dans la fratrie. Hein. C'est bon, admettons que vous soyez la seconde et que votre mère ait été la seconde, ça fait une sorte de miroir, vous voyez. Enfin, je prends un exemple comme ça. Bon, Waouh! Impressionnant, ouais. voilà. Ok. C'est vrai que, enfin, ça me fait penser aussi à des patients que je vois au comptoir et c'est vrai que, enfin, les livres, enfin, votre approche, moi, ça m'a beaucoup parlé. Du coup, j'ai essayé un petit peu de questionner les patients, de discuter avec eux au comptoir et souvent, quand on touche quelque chose comme ça, on touche en plein cœur, quoi, puis ils se mettent à pleurer Oui, parce qu'on touche vraiment quelque chose, c'est quoi. ça, c'est Donc, ça, quand on est malade et on comprend en fait. c'est ça. Mais Euh, oui, et ça, comment dire, c'est quelque chose euh, qui n'est pas mesurable. hmm, Hein. hmm, On ne peut pas, comment dire, l'intégrer dans une approche objective de la médecine. Mais on voit bien que dans l'approche subjective, on voit bien quand on se trompe, on passe à côté, ou au contraire, quand ça fait résonance. Et hmm, quand ça fait résonance, bon, on le sait. hmm, Donc je veux dire hmm, qu'il y a hmm, un lien, quoi. hmm. Hein. Il y a un lien qui est assez évident, même s'il ne peut pas se démontrer. Hein. Ce Hmm, que je vous dis, on ne peut pas le démontrer, mais le fait que ça fasse résonance, bon, ça veut dire effectivement quelque part qu'il y a un lien. Hein. ouais. C'est Mais parfois, comprendre ne suffit pas. Parfois, non, on fait le lien, oui, on sait de sources sûres, et pourtant, oui, ça va pas mieux. Et ça amène de la colère, oui. du coup. Alors comprendre ne suffit pas. Vous avez raison de le dire parce que en fait, euh, là on va peut-être aller un peu plus loin par rapport à ça. Euh, on nous a appris à l'école à résoudre des problèmes en les comprenant, mais en les comprenant avec notre tête. C'est-à-dire que notre tête, elle est au-dessus de tout, et grâce à notre tête, on va tout pouvoir résoudre, on va tout pouvoir comprendre. Sauf que quand ça nous concerne, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, pourquoi? Parce que déjà, ce que j'ai compris, est-ce que je l'ai accepté? C'est une chose de Hmm, comprendre, hmm, c'en est une autre de l'accepter, de dire oui, ben, c'est comme ça. Hein. Euh, et ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que la vraie compréhension, c'est pas celle de la tête, c'est celle du cœur. C'est-à-dire que quand je prends avec, euh, il se passe quelque chose à ce moment-là. Hein. Le comprendre, c'est prendre avec, hein, c'est prendre ensemble. Mais on peut, si on comprend avec la tête, comprendre, c'est prendre avec la tête, c'est prendre avec ce que je sais déjà. Et si je prends avec le cœur, alors je découvre, c'est autre chose qui se passe. Je vais vous donner un exemple. J'ai moi-même eu un infarctus il y a bon, une quinzaine d'années. Et puis, il y a 2 ans, j'avais à nouveau des petites douleurs qui me rappelaient celles que j'avais connues 15 ans auparavant. Euh, Sans comprendre ce qui m'arrivait. Intellectuellement, je ne comprenais pas. Et alors, je me suis dit, bon, on va aller voir avec le cœur. Et puis, je me suis adressé à ma petite flamme intérieure avec mon cœur et je lui ai dit, écoute, allez, on va voir cette douleur, qu'est-ce que c'est. Et pour aller voir, on rentre dedans, on ne la refuse pas, on ne va pas lutter contre. Hein. Elle veut nous dire quelque chose, cette douleur, donc on va à sa rencontre. Qu'est-ce que tu veux me dire? Et puis on y va, je dirais, avec le cœur ouvert. On n'y va pas avec l'idée de je vais tout, comment dire, analyser. C'est pas une question d'analyse. Donc on est là et tout d'un coup m'est revenu à ce moment-là
cet ami que j'avais perdu 1 an auparavant, c'était l'anniversaire de sa mort. J'avais oublié que c'était l'anniversaire de sa mort, complètement. Et en allant voir avec le cœur, cette idée m'est venue comme une évidence. Et le fait qu'elle remonte, que cette idée remonte au moment où j'ai compris, globalement, à ce moment-là, ma douleur s'est arrêtée. Mm. Donc il y a eu effectivement quelque chose Mm. Mm. d'une compréhension et d'une acceptation, d'une compréhension globale. Mm. Ouais, c'est vrai. Ça me fait penser parce que moi j'ai souffert de crises d'angoisse et en fait un jour, bah justement en lisant votre livre, du coup j'ai cogité, je me disais mais pourquoi, comment c'est arrivé, comment ça a commencé. Et un jour, enfin souvent c'est quand on cherche plus que ça arrive quoi, je cherchais plus et ça m'a frappé un jour, j'ai compris en fait, parce que j'ai compris le contexte dans lequel la première crise d'angoisse est arrivée, qu'est-ce qui s'était passé juste avant. Et là, comme vous dites, c'est plus que comprendre. C'est parce que du coup, Oui, vous parlez aussi de. Enfin, moi, j'ai vu ça un petit peu comme un tableau. J'ai fait un tableau, du coup. C'est un événement passé qui s'est passé, un événement passé, mais dans un passé proche, par exemple, comme vous dites, en général, dans les 12 mois, quelque chose comme ça, qui renvoie en fait à une douleur de l'enfance. oui, Et tout ça est à mettre en lumière avec ce qui nous fait souffrir actuellement, parce que comme vous dites, la douleur, c'est une enfin résonance. voilà, donc en fait c'est le passé lointain qui a impacté le passé proche, qui impacte le présent. Et, euh, et en fait voilà, j'ai vu tout ça. En fait, j'ai vu la situation du passé proche, j'ai vu qu'est-ce qui dans l'enfance avait fait que. Et puis du coup, enfin, ça fait comme un puzzle quoi. Et donc la guérison, elle n'est pas venue tout de suite, mais petit à petit, les crises se sont espacées. Et puis aujourd'hui, ça fait peut-être 2 ans que j'ai plus de crise d'angoisse quoi. Et Oui, oui, c'est. Alors, vous savez peut-être, vous avez dû le lire parce que j'en parle dans mes livres aussi, l'angoisse, toujours dans cette image d'une pièce de monnaie. Quand on retourne la pièce de monnaie de l'angoisse, 9 fois sur 10, ce qu'on découvre derrière, c'est de la colère. Mm. Donc, ça peut être aussi de la tristesse quelquefois, hein, mais c'est vrai que c'est jamais une émotion isolée. Et effectivement, quand on retourne cette pièce, souvent c'est de la colère. Mais vous avez raison de le souligner. euh, Ce qui nous rend physiquement malade, c'est pas forcément quelque chose qui se passe dans le moment présent, hein, c'est quelque chose qui est réactivé. Hein, puisque si on prend le mot stress, stress est un mot anglais, hein, qui au départ a été utilisé pour désigner, vous savez, quand les Anglais parlent, on a l'impression qu'ils sautent une syllabe, ils Mm. jouent à saute-mouton. Hein, voilà. Et dans ce jeu à saute-mouton, il y a des syllabes accentuées et des syllabes ignorées. Donc, dans ce jeu à saute-mouton, les syllabes accentuées, le mot stress, c'était le mot utilisé pour dire quelle syllabe était accentuée. Autrement dit, c'est sur cette syllabe que je vais mettre la pression, que je vais mettre l'accent, que je vais mettre le doigt. Et en fait, le stress, c'est quelque chose qui va mettre le doigt sur. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelque chose qui va mettre le doigt sur quelque chose qui existe déjà. Mm. Mm. Donc il y a la notion d'une cicatrice ancienne. Et c'est vrai que il y a, comment dire, dans les somatisations, à mon avis, il y a trois situations qui nous amènent à somatiser. Hein. Vous avez parlé de l'une d'entre elles qui est la résonance, hein, c'est-à-dire que j'ai une vieille cicatrice, une vieille douleur d'enfance, que avec le temps, ben, j'ai surmonté, j'ai mise de côté, j'ai appris à l'oublier. Euh, et un événement apparemment anodin va réveiller cette cicatrice parce qu'il a des similitudes, hein, une situation semblable. Et du coup, il y a ce phénomène de résonance avec ce que j'ai vécu autrefois. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles nous somatisons. Il y en a une autre qui est lorsque nous sommes pris dans une contradiction, dans un choix à faire, mais ce choix est trop difficile. Je reprends l'histoire de Ginette, hein, dont j'avais parlé tout à l'heure. Elle était dans un choix à faire, c'est-à-dire bon, voilà, mon mari m'étouffe. Hein, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le quitte? Est-ce que je reste? En même temps, elle était partagée parce que elle avait quand même de l'affection, de la tendresse pour son mari. Et puis c'était une femme éduquée comme autrefois, c'est-à-dire que
ben, ça se faisait pas, quoi, hein, donc elle se culpabilisait. Et du coup, elle était partagée, elle était prise dans cette contradiction. Est-ce que je pars, est-ce que je reste, hein? Finalement, pour dire comment les choses se sont terminées, je lui ai dit, bah, écoutez, la thyroïde, c'est la glande de l'équilibre, vous allez trouver le juste équilibre entre les deux. Et le juste équilibre, c'est quoi? Ben, vous allez faire un deal avec votre mari, vous allez lui dire, écoute, euh, tes appels téléphoniques, j'en peux plus, soit tu me laisses faire ce que je veux, je sors, et puis je sors avec des amis, je fais des soirées, et puis je rentre, voilà, et on se retrouve ensemble. Soit c'est pas possible, et à ce moment-là, je m'en vais, je peux pas vivre hein, à tes côtés, sinon j'étouffe. Voilà. Et donc c'est ce qu'elle a fait. Et puis bon, son mari, du coup, il a pris conscience, effectivement, à la fois qu'il était possessif et à la fois de sa dépression, ce qui l'a beaucoup aidé, parce que ça lui a permis aussi, lui, bah, de se sortir un peu de là. Et puis elle a retrouvé son équilibre, à la fois dans son couple, et ses symptômes ont disparu. Enfin, c'est une aparté pour dire que voilà, la maladie résulte aussi souvent d'une contradiction dans laquelle nous sommes, dont nous n'avons pas conscience. Euh, mais c'est un peu comme si nous étions dans un demi-choix. Un demi-choix, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais? Je pars ou je reste? Et ben, j'ai un autre exemple hein, d'une femme euh, dont le compagnon, ils n'étaient pas mariés, ils étaient pacsés, donc une jeune femme de 25 ans qui avait des cystites à répétition. Bon, ça faisait un an qu'elle avait ces cystites à répétition, et, euh, et donc à chaque fois qu'elle avait ces cystites, c'était après un rapport sexuel. Alors le gynécologue lui a dit, bah, écoutez, ça doit être comment dire, bah, l'irritation, le frottement, ça s'explique un peu comme ça. Et elle a répondu à ce médecin, mais docteur, ça fait quand même 3 ans qu'on vit ensemble, jusqu'à présent il n'y avait pas de problème. Donc pourquoi comme ça un an auparavant? Bon. Et quand elle est venue me voir, bah, je lui ai reposé la même question. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé la première fois? C'est toujours intéressant quand il y a des maladies récurrentes comme cela, de voir ce qui s'est passé la toute première fois. Mm. Et elle se remémore, et en fait, bon, elle a revu la scène. Effectivement, son mari, de temps en temps, allait animer des stages à Paris. Et puis au retour d'un stage, euh, donc il arrive avec sa valise et tout, et puis elle lui range ses affaires. Et en rangeant ses affaires, elle trouve une petite culotte féminine qui n'avait rien à faire là, évidemment. Et alors, elle va voir son mari, enfin son compagnon, et lui dit, tu peux m'expliquer ce que c'est? Bon. Et alors lui, euh, réaction, comment dire, un peu de déni, et puis, bon, elle était là, la petite culotte, il pouvait pas. Alors il commence à lui dire, écoute, c'est une petite aventure, excuse-moi, bon, voilà. Mais en fait, elle, quand même pas bête, elle se dit petite aventure, pour que la nana, elle ait mis sa culotte dans la valise, c'est que ça devait déjà durer depuis un petit moment. Elle a voulu provoquer quelque chose. Et elle s'est dit, il y en a une autre de l'autre côté, euh, qui attend que je me sépare, qu'on se sépare pour pouvoir le récupérer. Elle a imaginé ça, ce qui ne devait pas être faux d'ailleurs. Hein. Et, euh, et lui, il l'a cajolé en disant mais non, t'inquiète pas. Et finalement, elle était tellement perdue qu'elle s'est laissée convaincre. Donc, et ça s'est terminé sur le canapé. Sauf que après le rapport de réconciliation, on va dire comme ça, dans la nuit qui a suivi, elle s'est réveillée brutalement avec une douleur au ventre, début de cystite. Ça a été sa première cystite. Et donc, elle était, cette femme, bon, après elle avait une cystite après chaque rapport, et, euh, et à chaque fois, elle harcelait son compagnon en disant, mais, parce il continuait d'aller à Paris pour faire des stages et tout, hein, il avait un engagement professionnel, et elle lui disait, mais tu vas la revoir, et mais non, chérie, je t'assure, t'inquiète pas, c'est fini et tout. Bon, mais elle avait aucun moyen de le vérifier. Donc elle était toujours dans le doute, et elle était toujours partagée. Elle était dans cette contradiction parce qu'elle tenait à lui, elle avait peur d'être seule, et en même temps, il y avait ce doute, quoi. Et tout se passait en fait comme si son corps refusait, parce que Mm. du fait des cystites, ben, évidemment, c'est pas rigolo d'avoir des rapports. Donc du coup, tout se passait comme si son corps refusait
et les relations intimes, euh, alors qu'elle, elle voulait le garder lui. Donc, dans cette contradiction, finalement, le symptôme, il exprime le désir dont je n'ai pas conscience. Ou le dire dont je veux pas avoir conscience, Ou dont je finalement. veux pas, ou dont je veux pas avoir conscience. Voilà, parce que si j'en ai conscience, ça m'amène à faire un choix que j'ai pas envie de faire. Voilà. Mm. Hein. Donc Donc, finalement, comme vous dites, la maladie comme une solution, un moyen de... oui, Mm. mais c'est une solution bâtarde dans une contradiction que je n'arrive pas à résoudre. Mm. J'ai un choix à faire, je n'y parviens pas, et je demande à la maladie de me trouver une solution par rapport à ça. Mais si le choix est fait, effectivement, cette jeune femme, quand elle a fini par comprendre le mécanisme, elle s'est dit ok, bon, c'est clair, donc elle a arrêté la relation. Elle a eu ce courage, hein, au bout d'un an, de se dire bon, ça peut plus continuer comme ça. Et ben, ces cystites ont disparu. Hein. Donc, preuve qu'effectivement, il y avait cette contradiction dans laquelle elle était, et le symptôme venait lui dire son désir inconscient, Mm. hein, Mm. qu'elle refoulait, qu'elle essayait de mettre de côté, quoi, hein, désir de partir. Donc voilà, contradiction, le fait d'avoir une résonance, hein, par rapport à un passé douloureux semblable, et puis aussi aussi toutes les maladies, les somatisations qui sont liées à ce que j'appelle une identification, c'est-à-dire un attachement à une idée, une croyance ou une certaine image qu'on a de nous. Voilà. Je suis attaché à une certaine image de moi, et quand cette image est divisée, déchirée, ça me met en difficulté, et à ce moment-là, je peux somatiser. Pour ça, je pourrais vous citer l'exemple de Michel, un cadre d'entreprise, hein, une cinquantaine d'années, donc qui, tous les mercredis, ils avaient le conseil des ministres, comme ils l'appelaient, c'est-à-dire la réunion de bureau de tous les cadres avec le patron. 3 jours auparavant, son patron avait dit à Michel, il faudrait que tu me fasses un dossier sur tel sujet pour mercredi. Et Michel savait qu'il n'aurait pas le temps de le préparer. Il n'a pas osé le dire parce que, bon, il ne voulait pas décevoir le patron, mais en même temps, c'était vraiment difficile. Donc, il s'est pointé le mercredi, il n'avait pas fini, et quand son patron a dit, mais qu'est-ce que c'est n'importe quoi, tu me rends... tu es un incapable, tu es un incapable. Il rentre chez lui, le soir il n'arrive pas à manger, la nuit il fait une crise de colique hépatique, alors qu'il n'avait pas mangé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand Michel est venu, je lui ai dit, quand votre patron vous a dit, tu es un incapable, vous auriez pu réagir comme, admettons, Bernard Tapie, sûr de lui, qu'est-ce que tu la ramènes, enfin bon, défendre votre position, quoi. Hein, voilà. Mais ce qui s'est passé, c'est que 80% de votre être se sont dit, mais c'est injuste, il m'a pas laissé le temps. Hein, donc je ne pouvais pas matériellement faire ce dossier. Mais 20% de vous, de votre être, se sont dit, il a peut-être raison. Et il y a eu une espèce de conflit entre les 80% et les 20%, c'est-à-dire ceux qui se disaient, qui étaient dans l'indignation, et ceux qui disaient, mais il a peut-être raison. Cette situation de conflit, en fait, Michel m'a appris à ce moment-là que son père, dans son enfance, n'arrêtait pas de lui dire, tu es un incapable, tu ne feras jamais rien de ta vie. Là aussi, ça fait résonance. Mm. Donc on voit bien que tout ça... quand l'image que nous avons de nous est divisée, déchirée, hein, on n'arrive pas à la réparer par rapport à une parole qui nous est dite, qui nous remet en question, et puis on n'arrive pas à la, comment dire, elle reste comme avec les 20% de doute, hein, sur, ils ont peut-être raison, hein, je suis un incapable, je suis une imbécile, hein, ils ont peut-être raison, donc ça nous turlupine et ça nous met en difficulté. Et finalement, ce que j'ai repéré, c'est que nos émotions, nous les somatisons. Et ça, c'est une question à laquelle je suis venu après avoir écrit mon premier livre, quand les gens m'ont dit, mais vous parlez de la peur, de la colère, de la tristesse, mais pourquoi certaines émotions sont-elles somatisées et d'autres non?
Qu'est-ce qui fait que des fois ça passe dans le corps et des fois ça reste émotionnel, hein? Où est la différence? Ben, la différence, justement, donc j'ai un peu cherché par rapport à ça, et il m'est apparu qu'elle tenait à ça, à ces trois situations dans lesquelles nous sommes: contradiction, résonance, image de soi, identification, qui en fait touche les trois l'image de soi. Les trois sont comme un cri, CRI, contradiction, résonance, identification. C'est un cri. La maladie, c'est un cri, c'est quoi? C'est quelque chose qui sort de nous quand on a peur ou quand on a mal. Eh bien, ce qu'on vit nous fait peur ou nous fait mal, ça sort de nous, on ne peut pas le contrôler. La maladie, la somatisation n'est pas contrôlable. Mais une fois qu'elle est là, on peut prendre du recul et se demander ce qui se passe dans un deuxième temps. Mais l'émotion est trop rapide. Hein, donc. Et ce cri, voilà, nous allons le somatiser. C'est du fait que au total, cette image que nous avons de nous est prise dans la situation. Et c'est quoi finalement cette image que nous avons de nous? C'est quoi l'image de nous? Ah, bonne question, bonne question. Ben, c'est ce que je crois de moi, qui je crois... Qui je crois être en fait. Qui je crois être. Hein, cette identification, je m'identifie à une personne qui a des qualités et des défauts, mais ce qui est très intéressant, c'est de voir que vous avez de vous une image, mais vos proches ont une image différente. Les personnes avec qui vous travaillez ont une image différente. Votre compagnon, votre conjoint, vos enfants ont une image différente de vous. Laquelle est juste? Personne ne peut le dire finalement. Et finalement, c'est peut-être la contradiction entre l'image que j'ai de moi et l'image qu'on me renvoie de moi finalement. Alors, vous avez raison. Je pense que la réalité, nous nous en servons un peu comme dans un miroir. Hein, parce que ce qui nous a renvoyé, c'est le miroir. Et c'est là où joue cette proportion dont je vous parlais tout à l'heure des 80%, 20%. C'est-à-dire que dans le miroir, je me regarde dans la glace et je me dis non, c'est pas vrai, je suis pas cela. Mais en même temps, si, mais si, je suis cela. Mais non, je veux pas l'être. Hein, donc il y a le conflit. Et donc ce conflit intérieur, parce que le conflit est entre deux aspects de mon image, il va se dérouler dans le corps, qui réagit un peu à cette image. Et ce que je propose aussi, quelquefois, une image qui a un effet thérapeutique, c'est de dire, voilà, l'extérieur nous renvoie une certaine image de nous. Bon, vous regardez dans la glace le matin, vous vous levez, et il se trouve que dans la nuit, je ne sais pas ce qui s'est passé, le miroir s'est fondu. L'image que vous avez de vous, elle est fondue. Bon, c'est ce que vous renvoie d'extérieur, cette image fondue. Mais la fente, elle n'est pas dans vous, elle est dans l'image. Mais l'image que vous êtes, c'est pas vous. C'est la difficulté. Mais c'est quoi nous finalement? Ah, ça c'est la question, ça c'est, vous savez, ce qui est marqué sur le fronton de Delphes, du temple de Delphes. Homme, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Et connais-toi toi-même, c'est une injonction qui a encore toute sa valeur, parce qu'en fait, je pense qu'on ne se connaît pas qui nous sommes. Hein, c'est peut-être ça qui nous fait mal. Et puis finalement, moi quand je vois tout ça, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un but finalement à tout ça? Est-ce que justement, c'est comme si la maladie, elle nous fait adresser des problèmes qu'on n'aurait jamais adressés, sinon on ne se connaîtrait jamais en fait, si on n'avait pas tous ces challenges, on n'irait jamais creuser, parce qu'en fait, nous, ça nous emmerde, en fait, tous ces problèmes et ces symptômes. C'est sûr. Donc, du coup, on se dit, je veux guérir, donc on essaie de comprendre. Et puis, c'est là, finalement, ça nous amène à grandir, finalement. Oui, j'ai pour ça l'image d'un escalier. Imaginez un escalier, qui suis-je? Je ne sais pas qui je suis. Hein, mais je monte un escalier qui m'amène vers... quelque chose de plus grand, de plus haut, de plus lumineux, mais dont je ne sais rien, ou je peux deviner, mais je n'en sais rien. Et un escalier, c'est composé d'une marche horizontale, sur laquelle je prends appui, et d'une marche verticale, sur laquelle mon pied bute. Il faut les deux. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir s'appuyer un temps sur la marche horizontale, avoir des certitudes, pouvoir dire, voilà, je suis appuyé là-dessus, ça me
réconforte. Et puis, à un moment donné, ces certitudes sont arrêtées. Je bute contre un mur, la maladie peut être un de ces murs. Et en butant contre un de ces murs, en fait, je ne comprends pas ce qui m'arrive, j'ai l'impression que ça m'arrête, mais le but n'est pas de m'arrêter, le but est de me faire passer à l'étage au-dessus. Waouh, ouais. Hein. Donc je passe à l'étage au-dessus, je prends donc, la maladie me grandit. Hein. Ben, on le voit bien chez les enfants, par exemple les enfants qui ont des maladies infantiles, enfin on en voit moins maintenant avec les vaccins, mais autrefois quand il y avait rougeole, rubéole, etc. À chaque fois que l'enfant traversait ces crises, ces maladies, après il grandissait physiquement et en maturité. À la fois le corps et l'esprit, donc vous connaissez l'expression ce qui ne te tue pas te grandit. C'est pareil pour les patients, par exemple, parce que je vois beaucoup ça représente la moitié de ma patientèle, des personnes qui sont sous chimiothérapie, qui font en oncologie, des traitements souvent lourds, et puis qui se demandent pourquoi, pourquoi ça m'arrive. Ou j'explique, parce que je me sers beaucoup si la maladie est un langage, on va essayer de la comprendre comme une métaphore. Si on a encore 2 minutes, si vous voulez, Plus que 2 minutes, vous inquiétez pas. plus que 2 minutes. Voilà. Prenons l'exemple du cancer. Qu'est-ce que c'est? C'est une cellule qui est touchée dans son ADN. Bon. L'ADN, qu'est-ce que c'est? L'ADN, c'est la référence de la cellule. C'est le plan de l'architecte. Alors, on pourrait se dire, la pauvre, touchée dans son ADN, dans le plan, elle a perdu la boule, elle a perdu les plans, elle va dépérir. Mais pas du tout. Non seulement elle ne dépérit pas, mais quand vous regardez... Elle se multiplie encore plus. Voilà, elle se multiplie, elle veut voyager. C'est quoi? C'est vouloir se multiplier et voyager. C'est un désir de vivre, paradoxalement. Ça aussi, c'était une découverte. Je me dis, mais quand on regarde les choses avec un peu de recul, on se dit, le cancer, c'est un désir de vivre. Mais c'est un désir de vivre qui a perdu son ADN. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a perdu sa raison d'être. Il a perdu son sens. Et ce que je vois beaucoup chez des patients qui viennent me voir pour ça, ce sont des personnes qui ont envie de vivre et de guérir, mais quelque part, elles ont perdu. Il y a quelque chose qui a été blessé dans leur raison d'être, à différents niveaux. Et du coup, ça n'arrive plus à se reconnecter. C'est comme si la vie avait perdu son sens, elle n'arrive plus à refaire la connexion à partir de cette blessure de la raison d'être. Et du coup, leur désir de vivre, au lieu d'exploser, il implose. On pourrait citer l'exemple d'un navigateur anglais, Chichester, qui, avant d'être navigateur, enfin il faisait déjà de la voile, mais je crois que si mes souvenirs sont bons, parce que la mémoire peut me faire défaut, il devait avoir 45 ans, il va voir un médecin qui lui dit « Monsieur, vous avez un cancer », et puis comme font les Anglais, qui sont... ils prennent pas de gants dans ce domaine, il vous reste 6 mois à vivre. Bon, voilà. Rentré chez lui, Chichester, secoué, commence à pleurer 3 jours et 3 nuits en disant « Bon, je suis foutu ». Et puis après, au bout de 3 jours, il se dit « Bon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas attendre la fin quand même. Ça serait dommage. » Et puis, il entend parler d'une course transatlantique qui devait se mettre en place. Et il se dit « Tiens, je vais m'offrir ça. Ça va me faire du bien. » Voilà. Et le gars, il a oublié qu'il était malade. Il s'est investi dans la course, il a gagné la course et il est mort 30 ans après. Waouh, 30 ans après. Voilà. Il a trouvé une raison de vivre finalement. Oui. Son désir. Alors, ce désir de vivre, qui avait implosé, il a pu exploser, il a pu s'exprimer à l'extérieur. Donc, retrouver du sens à sa vie, extérioriser le désir de vivre. C'est vrai que quand on voit les choses sous l'angle d'une métaphore, c'est assez éclairant parce que ça donne des pistes. Alors, il faut quand même se soigner, on est bien d'accord. Je veux dire que il ne faut pas non plus imaginer qu'on va guérir par l'esprit. Je pense qu'il ne faut pas non plus avoir cette... mais disons que, on va dire, il faut rendre à César ce qui est à César. Donc, et puis... à l'âme ce qui est à l'âme, donc au corps ce qui est au corps, à la médecine ce qui lui appartient. Il faut que la médecine intervienne, il n'y a pas de doute,
mais que ça ne nous empêche pas non plus de prendre du recul pour réfléchir sur le pourquoi de tout ce qui nous arrive. Mm. Voilà. Et puisque vous parlez du cancer, vous disiez justement dans un de vos livres aussi que plus les mots manquent, plus la maladie est lésionnelle. Donc finalement, les malades de cancer, c'est un mal qui n'arrive pas à dire. Oui, alors ça c'est vrai. On peut dire déjà, on peut distinguer la maladie fonctionnelle de la maladie Mm. lésionnelle. La Mm. maladie fonctionnelle, donc c'est celle où il n'y a pas de lésion en principe, ou très peu de lésions, et donc la personne ressent un certain nombre de choses dont elle peut parler. Et ça, c'est compliqué parce que souvent, comme vous dites, la maladie fonctionnelle, il n'y a pas de lésion, donc on ne le voit pas. Donc c'est facile de tomber dans c'est dans votre tête. Oui, alors on peut passer à côté d'une lésion, ça c'est. Mais le médecin que vous voyez pour la première fois, hein, donc vous lui dites voilà j'ai mal à la vésicule, la première question qui va se poser c'est est-ce que c'est fonctionnel ou est-ce que c'est organique? Est-ce que c'est dans la tête ou est-ce qu'il y a une lésion? Mm. Donc il va faire un bilan pour ça. Et c'est vrai que la situation n'est pas la même dans les deux cas. Pourquoi? Parce que dans la maladie fonctionnelle, il n'y a pas encore de lésion. Mm. C'est-à-dire que la personne a encore des mots pour le dire, des mots MOTS. Et dans la maladie lésionnelle, les mots paradoxalement disparaissent, c'est-à-dire que plus, c'est un peu paradoxal, plus la maladie est grave, souvent, plus elle est silencieuse, au moins au début, puisqu'on parlait du cancer. Hein. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que les mots ont disparu. Hein, les mots MOTS ont disparu. Ils se sont vraiment transformés en mots MAUX. Il y a vraiment un déplacement qui se fait au niveau des lésions. Mm. Hein. Plus elle est sévère, plus elle est silencieuse et plus les mots manquent en fait. Donc tout est lié. Oui, oui, oui. Et quand les mots manquent, comme ce sont les mots qui nous aident à faire les liens entre les choses, si les mots MOTS ne sont pas là, on ne peut plus faire les liens et ça nous échappe. Et ce qui peut nous aider à ce moment-là, quand on se dit ça nous échappe, c'est de voir ça comme une métaphore. C'est-à-dire que, en fait, la maladie, si on veut aller plus loin, si on prend ça, comment dire, de manière un peu philosophique, c'est un peu comme une métaphore perdue. Je peux vous citer l'histoire de Gérard. Gérard, qui est un homme qui était apprécié par son patron. Il était directeur commercial d'une petite entreprise et son patron avait le projet de faire un voyage mix affaires et tourisme au Canada. Donc Gérard se disait ça l'aurait intéressé. Son patron, c'était prévu à l'automne, on était au printemps, c'était prévu à l'automne. Et son patron dit à Gérard, ben écoute, si tu veux, oui, tu viendras avec moi. Hein. Donc tout content, Gérard s'était projeté dans ce truc-là. Et un mois après, rentre dans l'entreprise une jeune et jolie stagiaire qui a séduit le patron. Hein, voilà, pour faire vite. Et au lieu de partir au Canada avec Gérard, eh bien, son patron est parti avec la jeune stagiaire. Bon. Et, et quand Gérard est venu me voir, il est venu me voir parce qu'il avait un ulcère de l'estomac. Alors, il aurait pu me dire, ça m'est resté sur l'estomac. Mais il ne m'a pas dit, ça m'est resté sur l'estomac, il m'a dit, j'ai un ulcère, ça me fait mal à l'estomac. C'est-à-dire que ce qui lui faisait mal, c'était son ulcère. Mm. C'était pas le coup de Trafalgar de son patron. Hein. Quand c'est lésionnel, la source est perdue. On ne sait plus d'où ça vient. Et pour retrouver ça, il faut travailler avec les métaphores. Hein. Le langage populaire peut nous aider, mais ça peut être aussi, on l'a vu avec le fonctionnement d'une cellule cancéreuse, par exemple. Hein. On peut déjà effectivement analyser le fonctionnement d'une cellule cancéreuse, mais là, bon, ben, ça l'avait ulcéré. Hein. Hein, ça l'avait ulcéré, mais il n'avait pas réussi à se le dire comme ça. C'est son corps qui lui disait de façon physique, par des mots MAUX. Et quand Gérard m'a raconté son histoire, hein, avec l'histoire de l'assistante hein, qui est partie à sa place au Canada, ben, je lui ai dit, oui, ben finalement, ça vous a ulcéré, cette histoire. Et là, ça a fait tilt. Il a réalisé que son ulcère, c'était hein, la trahison. Alors, de le réaliser, ça n'a pas forcément guéri, mais
encore une fois, comprendre est une chose, l'accepter en est une autre. Hein. Et là, il y a encore un autre travail à faire. Et justement, sur l'acceptation, parfois, il y a des personnes qui vivent des choses qui sont inacceptables. Oui, Donc, comment on fait pour accepter l'inacceptable? oui. Alors, vous avez raison. C'est vrai que cette question m'a été posée. Euh, ce que, ce qu'on peut accepter, comment dire, on n'est pas obligé d'accepter la situation vécue, mais ce que nous pouvons accepter, c'est de vivre l'émotion, parce qu'en fait, ce qui est refusé, c'est pas la situation elle-même, c'est l'émotion que ça engendre en nous. Hmm. Quand nous somatisons, euh, l'émotion nous dérange. Alors, euh, si je peux, comment dire, euh, je pourrais vous parler de, si c'est pas trop long, je pourrais vous parler aussi de Noël. Une femme de 65 ans qui avait perdu son fils. Son fils était tué dans un accident de voiture, mais c'était pas n'importe quel accident de voiture parce que son fils en fait était pilote amateur et tous les dimanches il faisait des circuits automobiles. Euh, quand Noël est venu me voir, c'était 3 semaines après la mort de son fils, et elle avait, dans les 3 semaines qui ont suivi, il s'est déclaré une polyarthrite rhumatoïde. Justement, les maladies auto-immunes, c'est souvent des... Enfin, moi, j'ai eu une patiente, c'était terrible. Enfin, voilà, j'ai essayé un peu de creuser. Elle avait plusieurs maladies auto-immunes, puis en fait, elle a été abusée par son père. Oui, Donc là, on n'a plus de mots quand... oui, 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 oui. Oui, mais alors voilà, le fait qu'elle ait été abusée par son père, c'est, euh, comment dire, c'est pas acceptable. Hein. Hmm. C'est pas acceptable. Ce qu'elle a ressenti, dans ce qu'elle a ressenti, elle lutte contre ce qu'elle ressent. Hmm. Hein. C'est un peu le paradoxe, la maladie, c'est la situation dans laquelle je lutte contre ce que je ressens. Je ne vais pas le ressentir complètement, mais si je l'accepte, à ce moment-là, ça se passe autrement. Je termine l'histoire de Noël Oui, parce que pardon. ça va. Non, non, mais ça se rejoint. Et Noël me disait, elle me montrait ses mains qui étaient pleines de polyarthrite, rouges, gonflées, violacées, enflées, en me disant c'est mon chagrin. Et là, je regarde ses mains, je lui dis je suis désolé, mais moi ce que je vois là-dedans, c'est pas du chagrin, ça brûle, ça vous fait mal, c'est de l'inflammation, il y a de la colère, il y a une énorme colère. Elle me dit mais en colère contre qui? Ben, je lui dis en colère contre votre fils. C'était pour elle inconcevable de se mettre en colère. Inacceptable aussi. Inacceptable. Inacceptable. Voilà. Hmm. Elle n'arrivait pas à accepter d'être en colère contre son fils, donc elle n'acceptait pas sa colère. Elle n'acceptait pas sa colère, et du coup, sa colère s'est somatisée. Donc c'est l'émotion que Double nous... face, comme vous disiez finalement. La tristesse et la colère. Oui. Alors, voilà, c'est ça. C'est comme une pièce à deux faces. Et c'est ça. Donc elle avait... c'est un peu le... Comment dire? C'est un peu comme un iceberg, hein, c'est-à-dire qu'il y a une partie émergée dont on a conscience et la partie immergée dont on ne sait rien. Et il faut vraiment aller à la rencontre de cette partie immergée et pour reconnaître ce que nous ressentons. Et cette reconnaissance nous aide à nous en libérer parce que le fait, si on ne le fait pas, ben ça continue de s'exprimer dans le corps. Il faut bien que ça se dise. Donc ce qu'il faut accepter, enfin ce que nous avons accepté, c'est ce que nous ressentons. C'est pas forcément la situation elle-même, qu'elle peut être inacceptable, hein, mais c'est de dire bah oui, j'ai raison d'être en colère. Et si j'ai été abusé par mon père, eh ben c'est pas parce que c'est mon père, je peux le considérer comme un criminel, mais comme j'ai encore un lien affectif avec lui, quelque part, j'ose pas ressentir ce que je ressens envers lui. J'ose pas ressentir ma colère parce que c'est mon père. Et, bon, c'est ma racine, quoi, quelque part. Donc, je peux pas me retourner contre ma racine. Mais si je le fais pas, ben, c'est mon corps qui le fait à ma place. Qui se retourne contre moi finalement. Voilà, qui se transforme en maladie auto-immune. Et une question qu'on doit souvent vous poser, comment on fait pour guérir du coup? Alors, je le redis, c'est important, voyez un médecin, hein, déjà. Bon, c'est-à-dire que la maladie, donc, c'est comme une pièce de monnaie, il faut s'occuper des deux faces en même temps.
faut pas vouloir être, jouer aux apprentis sorciers. Hein. Donc il faut voir les médecins, il faut se soigner, mais que ça n'empêche pas de réfléchir de façon à ce que la guérison puisse aussi être intérieure. Parce que si la guérison est intérieure, à ce moment-là, elle sera durable. Et s'il n'y a pas de guérison intérieure, je peux être extérieurement guéri, mais sujet à rechute. C'est bon le cas d'une personne qui a un cancer, qui guérit à la suite d'une chimiothérapie, ou de, voilà, et puis 6-7 ans après, elle rechute parce que le problème est resté entier. Mais si elle fait ce travail intérieur, alors à ce moment-là, la guérison sera complète et on peut espérer qu'elle ne rechute pas. Voilà, donc je dirais, il y a la guérison du corps, hein, et puis la guérison De l'âme. de l'âme. Voilà. Mm. Je n'ose pas en parler parce que c'est un terme donc connoté de manière religieuse, mais si on le voit non pas en tant que terme religieux, mais en tant que ce qui nous anime, voilà. Si je suis guéri, la guérison de l'âme, c'est la guérison de ce qui m'anime. Je me réconcilie avec ce qui m'anime. Mm. Et vous avez développé aussi une idée qui était intéressante, cette idée de conscience collective et des maladies de groupe. Vous disiez Oui. les maladies épidémiques, finalement c'est une Oui. maladie de groupe. Est-ce que vous pouvez développer Oui. ça? Ah ben, on vient d'en vivre une là, il n'y a pas longtemps. Hein. Moi, je pense que ce sont des maladies effectivement qui viennent nous interpeller. Si on pourrait voir aussi, puisqu'on parlait d'âme, la maladie un peu comme un appel de l'âme, hein, qui nous dit attends, tu fais fausse route là, il y a quelque chose à comprendre et il faut prendre du recul par rapport à ça. Ce Covid, hein, pour en parler, c'est comme s'il était venu nous dire tu fais fausse route quelque part en tant qu'humanité. Ça touche davantage les pays développés, ça a touché davantage les pays matérialistes. Hein, et quand on regarde ce virus, qui est comparé à une éclipse de soleil avec la couronne donc lumineuse et puis le virus noir, on a l'impression d'un soleil noir au fond. Le soleil noir qui s'est levé de l'Est, c'est une métaphore, hein, qui a balayé toute la planète pour finalement montrer ce qui n'allait pas, pour mettre le doigt sur ce qui n'allait pas. C'est quand même à la suite de ce passage que beaucoup de questions se sont posées sur les fonctionnements des gouvernements, sur des remises en question, quoi, hein. Des remises en question qui n'ont pas été toujours acceptées, mais qui sont venues nous interpeller. Et puis, qui n'aurait pas eu lieu sans, peut-être, du coup. Qui n'aurait pas eu lieu si ça s'était pas passé. Oui. Et puis, je ne sais plus qui disait, dans une ville de Chine, au moment où ils étaient confinés, malheureusement, ils n'ont peut-être pas bien pu en profiter, plus aucune voiture ne circulait, et voilà qu'ils se sont mis à voir le ciel bleu comme jamais ça leur a été arrivé, quoi. Depuis des décennies et des décennies, où ils voient toujours tout à travers un voile de fumée, et il n'y avait plus de fumée, et il n'y avait que de l'air pur, quoi. Donc c'est venu montrer quelque chose. Est-ce qu'on a été assez sage pour l'entendre et le comprendre? C'est pas sûr, hein, parce que ça va recommencer. Je veux dire que les pandémies, c'est quand même lié aussi à la manière dont les animaux sont élevés, je dirais de manière un peu en monoculture, c'est-à-dire que c'est lié à une perte de diversité des espèces. C'est-à-dire que quand les espèces sont diversifiées, un virus qui va toucher un type de mouton ne va pas forcément se propager à tous les moutons parce qu'ils ne sont pas tous du même clone, entre guillemets. Ils ont des différences qui permettent effectivement de ralentir la propagation du virus. Mais si tous les moutons, tous les porcs ou tous les poulets, surtout les poulets, sont élevés comme ils le sont, dans les conditions dans lesquelles ils le sont, de façon dans cette espèce de monoculture, ça favorise les pandémies, c'est inévitable. Il y a une sélection d'espèces, hein, et donc les virus qui se développent vont s'en donner à cœur joie. Il y a, je ne sais plus l'ouvrage, il y a un ouvrage très intéressant qui a été écrit sur les pandémies, je n'ai plus le titre en tête, mais qui développe bien ça, qui dit, la pandémie, elle vient d'où? Elle vient quand même de
de notre système d'alimentation industrielle. Hein, et du coup, de la propagation interespèces, hein, d'un virus, d'un animal à un homme. Mm. Euh, et Finalement, qu'on standardise tout, ça standardise aussi la maladie, finalement, qui se propage. ça favorise, voilà, Mm. ça favorise. Et c'est ça aussi que le Covid nous a invités à comprendre. Est-ce qu'on l'a bien compris? C'est pas sûr. Donc si on l'a pas bien compris, ben, on va recommencer, quoi. Ça, c'est évident. Bon, Mm. Merci beaucoup, je vous en prie. docteur Drossard, de m'avoir accordé du temps. Pour finir, est-ce que vous avez une inspiration positive à nous partager avant de nous quitter? Une inspiration positive. Alors, oui, peut-être. On va dire que je vais vous faire part d'un cheminement assez actuel. Longtemps, j'étais dans la question qu'est-ce que mon corps cherche à me dire? Et puis finalement, je me suis rendu compte que cette question en cachait une autre, et autrement plus intéressante, par rapport à cette maladie là qui nous arrive. Qu'est-ce que mon âme cherche à me dire? Qu'est-ce que mon âme cherche à me dire? Et je pense que effectivement, ces difficultés sont aussi une étape dans notre évolution, euh, mais que ce soit des difficultés sur un plan individuel comme sur un plan collectif, c'est quelque chose qui, à travers malheureusement beaucoup de souffrances et beaucoup d'inquiétudes, nous amène quand même à nous éveiller à une dimension plus juste et plus spirituelle de qui nous sommes vraiment. Hein. Et je pense que l'être humain est un être beaucoup plus grand, plus vaste que ce qu'il peut imaginer. Je, je compare souvent l'être humain à une grande bulle, une grande sphère d'amour, qui elle-même est incluse dans une sphère encore plus grande, qui est l'humanité tout entière, qui elle-même est encore incluse dans une sphère encore plus grande, puis ça fait comme ça des poupées russes. Hein. Et cette grande sphère, quand elle vient à l'existence, c'est comme si, en s'incarnant, elle passait par un trou de serrure pour s'exprimer dans le monde de l'espace et du temps, dans cette dimension de l'espace et du temps. Mais au moment où elle passe dans ce trou de serrure, dans ce corps qui ressemble à un trou de serrure, elle se dit « c'est moi ». Elle oublie qui elle est. Elle oublie qui elle est. Et tout ce qui nous arrive, ça nous aide peut-être aussi à nous souvenir de qui nous sommes vraiment.